En manchette aujourd'hui, les représentants syndicaux de l'UQAC dénoncent la gestion des finances du recteur Martin Gauthier et le Grand Prix cycliste de Saguenay accueille un nouveau président d'honneur. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à ce web journal du mercredi 9 mars 2016. Le gouvernement Couillard a annoncé cet après-midi qu'une élection partielle aura lieu dans le comté Chicoutimi le 11 avril dans le but de remplacer le siège laissé vacant par le député péquiste Stéphane Bédard qui a quitté ses fonctions le 22 octobre dernier. Les candidats connus sont Francine Gobeil pour le Parti libéral, Hélène Girard pour la CAQ et Pierre Dosti pour Québec solidaire. Quant au candidat péquiste, il sera connu lundi soir prochain. On a eu droit à tout qu'un cocktail météo aujourd'hui à Saguenay. La pluie verglaçante, oui, a causé plusieurs sorties de route, mais heureusement sans blessés graves. Les centres de ski du Val-Inouët, du Mont-Lac-Vert et du Mont-Édouard ont fermé leurs portes. À Lac-Kenogami, l'accès au site de pêche blanche a été temporairement suspendu. Heureusement, il sera accessible pour les véhicules à compter de demain. L'habitation communautaire a lancé sa campagne de publicité « On en a besoin » à la résidence Saint-Paul de Chicoutimi. Cette campagne démontre les conséquences du logement communautaire et l'urgence d'y investir. Olivier, j'espère, leur publicité contribue-t-elle à résoudre le problème de logements sociaux en région? Et oui, pas qu'un peu. En fait, elle démontre, cette publicité, que les personnes utilisant et ayant besoin justement de logements communautaires ont réussi à résoudre depuis des problèmes qui semblent existentiels comme l'itinérance. Aussi, on a la dévitalisation des villages et des quartiers, ainsi que le déracinement des personnes âgées ou encore le manque de logements convenables dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et partout au Québec. Qui sont les collaborateurs au sein de l'habitation communautaire? Eh bien, on a d'abord Denis Bolduc qui contribue activement au sein de l'habitation communautaire et nous explique quels sont les projets qui sont en cours. Projet de l'Association genevoise pour l'intégration sociale qui est en chantier actuellement. Donc, c'est la rénovation d'un bâtiment avec un léger agrandissement. Donc, le chantier a commencé à l'automne dernier, donc la livraison est prévue. Il n'y a pas que Denis Bolduc, il y a aussi Ghislaine Hudon qui participe activement à l'organisme et aussi elle nous fait part de son témoignage par rapport au bon fonctionnement justement de l'habitation communautaire. Mon CA, on a travaillé pour faire une résidence pour personnes âgées autonomes et semi-autonomes. On a eu beaucoup de difficultés parce que des logements ont été coupés aussi, puis tout ça. Mais ça fait plus qu'un an, un petit peu, là, que nos logements sont ouverts et c'était une réussite. Ça a pris 3 mois, nos logements étaient pleins. On comprend donc que les logements communautaires sont donc très importants en ce moment. Est-ce qu'il y a beaucoup de ménages qui auraient besoin d'un tel organisme pour l'habitation, comme l'habitation communautaire, oui, au Québec? Oui, en fait, les besoins sont plus qu'urgents en ce moment. Selon l'enquête nationale auprès des ménages, 227 000 ménages auraient besoin en fait de financement, car ils consacrent plus de 50% de leur budget pour en fait le logement et ne laissant plus de place à d'autres dépenses qui paraissent aussi existentielles, comme la nourriture ou les vêtements. Et en terminant, est-ce qu'il y a beaucoup de logements communautaires au Québec? Il y en a 10 000 et ils sont tous en besoin de financement actuellement. Olivier, j'espère. Merci beaucoup. De rien. L'enquêteur de la Sûreté du Québec, Éric Gauthier, devra répondre en Cour supérieure à des allégations d'outrage au tribunal dans le dossier Steph Loisirs Mécaniques. L'homme qui chapeaute une enquête sur des vols de véhicules récréatifs à Saguenay refuse de remettre les objets qu'il avait perquisitionnés dans le commerce de Saint-David-de-Falardeau, tel qu'a exigé par le juge Jean-Paul Aubin, le 23 février dernier. Maître Dominique Bouchard, qui représente le propriétaire Stéphane Lalancette, explique qu'en plus de ne pas avoir remis les biens au propriétaire, il a effectué une autre perquisition depuis la décision. La date du début de l'audience est fixée à lundi prochain. Le recteur de l'UQAC, Martin Gauthier, doit cesser de prendre des décisions budgétaires unilatérales qui mettent en péril la qualité de l'enseignement. Voilà ce qu'ont martelé les représentants de 5 syndicats de l'UQAC ce matin lors d'un point de presse au sein de l'établissement scolaire. Un reportage de Zachary Goudreau. À la veille de la rédaction du prochain budget de l'UQAC, les représentants syndicaux tenaient à dénoncer la gestion des finances du recteur Martin Gauthier. Au cours des dernières années, M. Gauthier a effectué plusieurs coupures dans l'éducation afin de répondre aux exigences budgétaires du gouvernement Couillard. Une gestion comparée à celle d'un homme d'affaires. On assiste à une administration qui n'a qu'une volonté, c'est le contrôle des coûts, qui n'a qu'une vision comptable de la situation
et qui prend les mesures, effectivement, pour en arriver à un équilibre budgétaire. Évidemment, ces mesures d'austérité nuisent aux professeurs qui doivent enseigner devant des classes de plus en plus chargées. Dans les 4 ou 5 dernières années, on a vu une dégradation de notre climat de travail où les gens sont de moins en moins heureux, je dirais. Les sourires sont de moins en moins présents sur les visages des gens. Le sous-financement de 750 millions de dollars dans les universités du Québec et les mesures de restriction budgétaire annoncées par le recteur Martin Gauthier touchent non seulement les enseignants, mais aussi et surtout les étudiants. La qualité des services, les conditions ne sont pas réunies, en fait, pour être complètement disposés à étudier. Alors que des programmes et la notoriété même de l'université sont en péril, les représentants syndicaux appellent à la mobilisation pour ainsi assurer l'avenir de leur université. Ici Zachary Goudreau pour ATM Nouvelles à Saguenay. La polyvalente Jonquière accueillera la finale régionale de l'Expo Science Hydro-Québec les 17 et 19 mars prochains. Lors de cette 32e édition, des centaines de jeunes du Saguenay-Lac-Saint-Jean sont attendus afin de faire étalage de leurs projets scientifiques. Coralie Boisvert-Doyon, à quoi peuvent s'attendre les visiteurs lors de l'Expo Science? En fait, c'est 3 différents événements qui vont avoir lieu durant l'exposition. Donc, premièrement, on peut s'attendre à l'Expo Science qui vise, entre autres, à expérimenter et à vulgariser divers sujets scientifiques. Il va aussi avoir le défi du génie inventif où les jeunes vont être invités à construire leur propre lance-balles. Puis, pour terminer, il y aura aussi un concours de mathématiques. Quand on parle du concours Génie inventif, c'est 30 équipes du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui vont devoir concevoir, comme je disais plutôt, leur propre lance-balles, puis ils vont devoir atteindre le plus grand nombre de cibles possible à l'aide de balles de tennis. Sur ces 30 équipes-là, 3 de la région vont être invitées à participer à la finale provinciale à l'École de technologie supérieure à Montréal à la fin du mois de mai. Puis, en ce qui concerne le concours de mathématiques, c'est 350 jeunes qui proviennent des écoles primaires comme des écoles secondaires qui vont s'affronter dans un combatif. Selon le coordonnateur d'Expo Science, Dominique Girard, ces 3 projets-là visent à assurer la relève scientifique. C'est important d'avoir une relève, puis de développer des fois un goût, peut-être même une passion pour les sciences, qui débouchera peut-être sur une carrière en sciences, on ne sait jamais. Et comment seront distribués les prix, Coralie? En fait, c'est 115 juges qui proviennent de différents milieux qui vont passer pour évaluer les 158 exposants présents. 80 prix d'une valeur de 75 000 $ seront distribués aux grands gagnants, donc à ceux qui se démarquent le plus avec leur prototype scientifique. Est-ce que les moyens de pression mis en place par les enseignants vont avoir un impact sur l'événement? Oui, un peu, Gabriel, parce que la formule a dû être revue. Donc, au lieu de s'échelonner sur 3 jours, l'Expo Science sera seulement sur 2 jours. Les organisateurs, heureusement, ne s'attendent pas à une baisse au niveau de la participation parce que le nombre d'inscriptions est sensiblement le même que celui de l'an dernier. Par contre, on appréhende une baisse au niveau du nombre de visiteurs. Et en terminant rapidement, rappelez-nous les dates de l'exposition. La finale provinciale d'Expo Science aura lieu les 17 et 18 mars prochains à la polyvalente de Jonquière. Merci beaucoup, Coralie. Ça m'a fait plaisir. 2 individus ont été arrêtés la nuit dernière pour des cas de possession de stupéfiants, et conduite avec les facultés affaiblies. La première altercation a eu lieu sur le stationnement de l'auberge Le Parasol, où l'individu a été retrouvé endormi dans son véhicule. C'est à ce moment que les policiers ont vu des comprimés d'amphétamine sur la banquette arrière. L'individu devrait comparaître sous peu. Par ailleurs, une conductrice a été interceptée vers 22 h sur le boulevard Tadoussac après avoir perdu la maîtrise de son véhicule. La femme de 54 ans dégageait une forte odeur d'alcool. Elle a arrêté et relâché avec une citation à comparaître. Le premier Québécois à avoir complété le Tour de France, David Veilleux, sera le président d'honneur du Grand Prix cycliste de Saguenay 2016. Plusieurs nouveautés sont au rendez-vous pour l'événement qui se tiendra du 9 au 13 juin. Le reportage de ma collègue Sarah Penneau. Bien connu dans le monde du cyclisme, David Veilleux espère que son nom pourra attirer encore plus de gens à l'événement. Le nouveau président d'honneur se dit choyé de pouvoir redonner à la communauté de la région.
Non, pour moi, je trouve ça important. Autant l'événement m'a aidé à progresser en tant que cycliste. Et puis, de ramener un peu, d'utiliser un peu mon nom pour aider l'événement, c'est un peu une façon de les remercier. Fait que je pense que c'est une belle opportunité des gens d'apprivoiser ça. Puis pour les jeunes, de peut-être découvrir un sport qu'ils ne connaissaient pas. Les invitations ont été lancées à une 50aine d'équipes. 20 d'entre elles avaient déjà participé à la compétition, alors que les 30 autres ont approché d'elles-mêmes l'organisation. 20 minutes après qu'on a eu envoyé les invitations, on avait déjà une inscription, qui est l'équipe INTEA de la République dominicaine. Plusieurs aspects seront bonifiés par rapport à l'édition précédente. Par exemple, la ligne d'arrivée du samedi et celle du départ du dimanche se tiendra juste devant la place du citoyen. On pourra exploiter cet actif de la ville, puis je pense que ça va donner une meilleure visibilité aussi au Grand Prix cycliste. L'événement est mieux placé dans le calendrier cette année pour les participants. La compétition se tiendra entre celle de Philadelphie et celle de la Beauce. Le conseil d'administration s'est doté de 2 nouveaux membres, soit l'animateur de radio Richard Courchaine, de même que le directeur financier de Bleuets Sauvages du Québec, Rémi Dufresne. Quant au cas de Bernard Noël, qui avait utilisé des fonds publics pour un voyage personnel en France, le directeur général Gaétan Larouche n'a pas voulu s'avancer. T'sais, on a un nouveau CA, on s'est donné des règles de fonctionnement pas mal plus serrées. Puis c'est tant mieux. Je pense que c'est ça que ça prend dans toutes les organisations. Le cocktail bénéfice se tiendra le 27 avril à l'usine de la Voie Maltée à Chicoutimi. Sarah Penneau, ATM Nouvelles, Saguenay. Du 16 au 20 mars, 165 courts-métrages provenant d'une trentaine de pays seront présentés dans le cadre du Festival Regard. Plus tôt aujourd'hui, ma collègue Marianne Robert s'est entretenue avec le directeur des communications du festival, Max-Antoine Guérin. Max-Antoine Guérin, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, cette année, Regard célèbre son 20e anniversaire. Comment comptez-vous souligner cette année charnière? Au niveau de la programmation, on a plusieurs activités spéciales qui ont été développées par notre équipe. Donc, on peut s'attendre à des programmations très fortes. On est aussi de retour sur la rue Racine et au centre-ville de Chicoutimi pour des projections extérieures. Donc, c'est une activité qui avait été au fil des ans très populaire, qui est de retour en force cette année. À une semaine du festival, j'imagine que vous êtes dans les derniers préparatifs. À quoi ressemble le sprint final? Bien, je dois dire que c'est des très grosses journées pour l'équipe. On prévoit au maximum, on a beaucoup de choses à gérer, beaucoup de derniers détails, les lieux à aménager, des espaces extérieurs. Donc, c'est on règle les derniers détails du festival dans la joie et la bonne humeur. Puis comment se développent les divers volets, jeunesse, cabaret par exemple? Cette année, au niveau du cabaret, on peut s'attendre vraiment à une programmation forte. On essaie de développer, pardonnez-moi l'anglicisme, un branding autour du cabaret, que les gens viennent pas pour tel ou tel artiste, mais viennent pour l'expérience cabaret. Ensuite, au niveau des activités jeunesse, on a des beaux développements cette année aussi. Traditionnellement, on avait les petites vues en famille qui étaient pour les très jeunes. Maintenant, on a segmenté nos publics jeunesse. On a aussi pour les un peu plus vieux, pour les adolescents. Donc, on a vraiment une offre qui est très riche à ce niveau-là. Puis d'année en année, vous nous offrez davantage de projections, d'activités. Quelles sont les nouveautés 2016? Pour 2016, au niveau des nouveautés, comme je disais, il y a un retour des projections extérieures. Sinon, il y a cette année un programme de contes aussi qui va être aussi offert en projection extérieure. Il y a plusieurs projections thématiques qui sont nouvelles. On pense à un focus sur l'art performatif et les films autour de cette discipline-là. Donc, les mêmes ingrédients et plusieurs nouvelles surprises. Parlez-nous un peu des grandes lignes de la programmation. Au niveau de la programmation, cette année, la compétition internationale est particulièrement forte. On a un nombre assez impressionnant de primeurs, dont Doug and Walter, dont amènent des réalisateurs Philippe Lupien et Marilyn Vien, qui avaient gagné plusieurs prix au national et à l'international. Donc, c'est un programme compétitif très fort. Sinon, encore une fois, on est très orienté vers l'international aussi. On pense à une carte blanche offerte à un très gros festival polonais, à un panorama de ce qui se fait actuellement dans le court-métrage indien, à une rétrospective d'un grand monsieur du cinéma d'animation polonais et plusieurs autres surprises. Puis qui sont les membres du jury? Cette année, on a Ève Landry, on a aussi François Havard qui est sur le jury, qu'on connaît notamment avec la série Les Bougons. Ève Landry qu'on connaît pour son rôle fort dans Unité 9. On a aussi Marcel Jean qui fait partie du jury, qui est directeur de la Cinémathèque, qui est aussi auteur de plusieurs ouvrages consacrés au cinéma. Et on a Piotr Dumala, qui est un cinéaste d'animation polonais, qui s'était l'année dernière mérité le prix du meilleur film d'animation. Et pour terminer, on a la réalisatrice Louise Archambault, qui s'était distinguée avec le film Gabriel un peu partout à l'international.
Puis, qui dirigeront les leçons de maître? On a plusieurs leçons de cinéma cette année, dont une avec Piotr Dumala et une autre avec Chloé Robichaud. Donc, Chloé Robichaud qui avait fait Sarah préfère la course, qui avait fait plusieurs courts-métrages aussi. Donc, c'est les activités qui vont avoir lieu dans le cadre du marché du cours de regard. Puis les participants de Kinomada font présentement escale à Saguenay. D'ailleurs, ils avaient leur réunion de production aujourd'hui même. Parlez-nous un peu de ce marathon de création. Mais en fait, Kinomada, ça s'inscrit un peu dans la formule qu'on avait du fameux film improvisé, qui était un succès populaire année après année. Cette année, en s'associant avec cette organisation, Kinomada, qui en est à sa 16e escale, qui ont eu des escales un peu partout à travers le monde, cette année, on voulait amener le laboratoire de création sur le terrain. Donc, c'est une cinquantaine de réalisateurs, de cinéastes, d'autres métiers du cinéma qui sont rassemblés ici, qui vont produire pendant une semaine des courts-métrages qui vont être présentés le samedi 19 mars au festival. Donc, les gens de Kinomada vont avoir des besoins, vont rechercher des acteurs, des gens au niveau de la production, des lieux de tournage, parce que c'est une semaine pour tout faire leur film. Quand même, hein? Pouvez-vous nous parler aussi un peu des films régionaux qui vont être mis en valeur? Cette année, parmi les projets régionaux très attendus, on a notamment le court-métrage documentaire d'Alexandre Ruffin qui s'appelle Engrenage, qui porte sur la situation du lockout qui a paralysé les concessionnaires automobiles de Saguenay pendant près de 3 ans. Donc, on peut aussi voir le film de Kenny Léguier qui va être en soirée régionale de regard le 16 mars. Et le film va être accompagné d'un orchestre du Centre d'expérimentation musicale. Donc, Puis, comment vous vous sentez, vous, personnellement? Assez fébrile. Personnellement, c'est ma 6e édition, donc je connais assez bien le festival, mais il y a toujours des nouveaux défis, il y a toujours des nouveaux invités, il y a toujours des nouveaux dossiers à développer, c'est certain. Puis rappelez-nous jusqu'à quand, nous, le public, on peut profiter de la prévente? La prévente se termine mardi prochain, donc le 15 mars sur Internet, sur notre site, dans les différents points de vente physiques, donc dans les bibliothèques, au Café Cambio, au Théâtre La Rubrique. Ça se termine dimanche et lundi prochain. Max-Antoine Guérin, merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Ça fait plaisir. Le maire Jean Tremblay annonce que les employés municipaux de Saguenay ne ramasseront plus la neige accumulée dans les quartiers résidentiels. Le maire explique sa décision par les coûts importants du ramassage de la neige, tout en précisant que le printemps saura s'en occuper. Par ailleurs, il a aussi annoncé son opération Nid de poule, alors que 13 équipes seront dépêchées afin de combler les trous dans la chaussée dans les principales artères. De plus, il sera possible de contacter le service des travaux publics afin d'avertir la ville de tout nid de poule pouvant devenir problématique. La tournée mondiale du Festival de montagne de Banff, qui présente les meilleurs films d'aventure réalisés aux 4 coins de la planète des cinéastes d'expérience de passage ce soir à Chicoutimi. Et pour fêter les 40 ans du festival en 2016, les tournées prévoient s'arrêter dans 24 villes du Québec. Anne-André Dano, l'équipe du festival, accueillera ce soir les nombreux amateurs de sensations fortes. Effectivement, Gabriel, amateur de plein air et de sport extrême, eh bien, vous serez servi si vous vous présentez ce soir à la polyvalente Charles Gravel à Chicoutimi à 19h parce que c'est le seul événement de ce genre cinématographique au monde. Et en fait, ce sont 300 films qui proviennent du festival Banff Mountain Film Festival à Banff, qui est présent en novembre à chaque année à Banff. Eh bien, au Québec, on a décidé pour la tournée de faire la sélection des meilleurs films et de présenter en 2h30 ou 3h les films qui pourraient intéresser plusieurs Québécois. Et la responsable du festival, Marie-Ève Rémaud, eh bien, elle nous explique que lorsqu'on sort de ce genre de séance-là, eh bien, on peut avoir plusieurs réactions. Les gens sortent de là inspirés et même que certaines personnes m'ont dit qu'ils étaient découragés de leur vie parce qu'ils trouvaient ça ordinaire. Tu sais, là, j'ai le goût de tout lâcher et de partir à l'aventure. C'est le genre de réaction que ça peut créer. Et la tournée qui se déroule depuis janvier et qui se termine le 17 mars prochain a fait le tour, ou fera le tour en fait au complet, de 24 villes. Et il y a eu plusieurs supplémentaires. Ce qui est intéressant avec ce festival, c'est qu'il n'a pas été seulement dans les grandes villes comme Montréal, Québec ou Sherbrooke. Il a aussi été dans plusieurs régions, comme ce soir ici à Chicoutimi, mais aussi à Gaspé ou encore à Baie-Saint-Paul. Et c'est très populaire parce qu'en 2015, il y a déjà 18 000 personnes qui ont profité de ce festival.
Et quelles sont les nouveautés cette année, Anne-André? Eh bien, les nouveautés, comme vous le savez, Gabriel, pour être vues et reconnues dans les médias et autour de la planète, pour être vu, il faut être présent sur les médias sociaux et le festival l'a bien compris. Alors, pour parcourir les films, on peut se rendre sur une application créée toute nouvelle cette année pour le festival où on découvre plusieurs sports extrêmes, mais aussi plusieurs films qui seront présents au festival. Et on pourra aussi donner notre opinion à l'équipe parce qu'il trouve très important d'avoir un lien avec les gens qui vont assister à ce festival. Je vous rappelle la date. En fait, c'est ce soir. Je vous rappelle l'heure, 19h, polyvalente Charles Gravel. Anne-André Dano, merci beaucoup. Je vous en prie. Et au sport, maintenant, 2 jours après l'élimination de son équipe par les Lions du Lac-Saint-Louis en quart de finale des séries éliminatoires de la Ligue Midget 3A du Québec, l'entraîneur-chef des élites, Steve Thériault, dresse un bilan positif de la dernière saison. Après avoir guidé son équipe à la meilleure campagne de son histoire, l'entraîneur doit évaluer ses options qui se présenteront à lui lors des prochains mois. Mon collègue Alex Antonacci l'a rencontré plus tôt aujourd'hui. Steve Thériault, bonjour. Oui, salut. Qu'est-ce qui explique cette élimination en deuxième ronde des séries éliminatoires là, face aux Lions du Lac-Saint-Louis? Bien, il faut vraiment donner crédit aux Lions. Là. Je pense que la vitesse d'exécution que les Lions ont affichée tout le long de cette série-là, puis aussi l'ardeur au travail, le mélange des deux a fait que ils ont eu plus souvent qu'autrement le momentum lors des matchs, on peut dire. Puis leurs meilleurs joueurs, je pense que ont su s'afficher, puis ont su être meilleurs que les meilleurs joueurs des élites. Les Lions étaient la seule équipe que vous n'aviez pas battue en saison régulière. À la base, comment envisagiez-vous cette saison? Est-ce que vous les craigniez? Bien, tu sais, on n'avait pas nécessairement de complexe. Ça avait été quand même des matchs assez serrés, mais on connaissait leurs forces, puis ce genre d'équipe-là, autre que notre division, là, surtout dans cette division-là, des équipes comme les Lions, comme CCL, comme Châteauguay, c'est des équipes là, qui sont beaucoup axées sur l'offensive avec beaucoup de vitesse là, de transition. Puis on a eu de la misère là, dans ce genre de match-là. Puis on a essayé de bien contrer ça, mais en bout de ligne, là, les Lions ont su là, garder l'avantage. Vous avez terminé au premier rang, vous avez eu une saison extraordinaire, là, la pression peut-être était sur les joueurs, il y avait beaucoup de gens au foyer, il y avait beaucoup de... Est-ce que ça donnait une pression supplémentaire peut-être aux joueurs? Bien, je dirais honnêtement, là, la pression était peut-être au niveau de la première ronde. On ne sait jamais ce qui peut arriver, c'est une nouvelle saison, on savait que aussi Amos voulait racheter sa saison régulière, il n'y avait rien à perdre, puis dans une formule là, avec deux équipes éloignées, c'est une formule 2-3, il fallait décider, nous, à quel endroit qu'on voulait débuter la série. On a voulu la débuter chez nous, fait que la pression était de... Il fallait pas en échapper une à la maison, se retrouver à Amos pour les 3 autres matchs, puis après cette série-là, c'était pas une question là, c'était pas une question de pression. Là, au contraire, les gars ont tout le temps fait preuve de caractère. Puis dans ces moments-là, on a joué une saison régulière là, à l'image qu'on doit jouer des séries. Puis non, ça a été une série là, contre les Lions là, où il faut leur donner crédit, là, honnêtement. Le fait de perdre le premier match à domicile, est-ce que ça a coupé les jambes? Est-ce que ça a atteint la confiance de l'équipe? Bien, peut-être un peu. Par contre, comme je viens de dire, c'était une question là, de caractère. Si on en avait dans la chambre, puis les gars avaient un seul objectif, c'était vraiment là, de se rendre au bout. Puis on a tout le temps pris ça un match à la fois, une période à la fois dans la saison. C'était de garder le même focus. Là. Ça a vraiment été... Là, oui, ça a été comment je pourrais dire... ça l'a peut-être shaké un peu par rapport au fait de perdre le premier match, mais c'est pas ça qui a fait la différence. Vous avez été l'équipe qui a accordé le moins de buts cette saison, le moins de buts accordés. Parle-moi un peu du travail des gardiens durant la saison, puis ensuite durant les séries éliminatoires. Si y a un endroit où on a été vraiment constant là, tout au long de la saison, c'est au niveau là, de nos gardiens. On a tout le temps eu là, 2 gardiens de premier plan là, qui nous donnaient toujours une chance de gagner. Puis Simon Boudreau-Belzile a très bien fait ça, là, à part peut-être le premier match contre Amos où il était un petit peu nerveux, une petite nervosité. Les 2 autres étaient vraiment en contrôle. Puis pour ce qui est d'Olivier, Olivier il a été quand même, là, je dirais, là, à la hauteur là, de ce qu'il a été là, durant toute la saison. Puis c'est vraiment pas dans les filets là, que la série contre les Lions a s'est jouée, là, ça c'est sûr et certain. Vous venez d'en parler d'Olivier Rodrigue. C'est un gardien à grand potentiel, on le sait. Parlez-moi un peu du jeune homme et qu'est-ce qui l'attend peut-être pour le futur? Bien, une chose qui est certaine, c'est que
Olivier, là, au prochain repêchage, ne devrait pas demeurer si longtemps là, dans les estrades. Je lui souhaite là, vraiment là, de tomber dans une bonne organisation où ce qu'il va pouvoir là, acquérir là, un bon bagage, puis continuer son développement avec tout le sérieux, puis la façon que le jeune est fait. C'est un jeune qui est honnête, c'est un jeune qui est humble, là, beaucoup de belles qualités. Là, je suis un être humain, si on peut dire. Puis le reste, là, Olivier, là, vraiment pas mis un bel avenir. S'il continue comme ça, là, assurément, là, va monter de niveau là, à mesure qu'il va vieillir. Cette élimination en deuxième ronde est triste, mais quand même, vous avez connu la meilleure saison de l'histoire de la concession. Ouais. Qu'est-ce que vous retenez là, de cette saison-là? Bien, c'est vraiment une saison qui a été spéciale là, quand même. Là, puis, moi, ce que je retiens, c'est beaucoup la façon qu'on a approché les jeunes tout au long de la saison, d'y aller, là, de toujours vivre dans le présent, puis de focusser à l'entraînement la semaine, la façon de s'entraîner, quand on jouait, vraiment focusser sur la tâche, si on peut dire, puis de toujours garder la tête là, à court terme. C'est ce qui fait qu'en bout de ligne, là, on a eu du succès, je pense, là, de la constance. Puis on n'a pas passé la saison. Dans toute la saison, on n'a pas eu plus que 2 défaites consécutives. Puis c'est vraiment pas en focusant sur la victoire ou sur la défaite qu'on a pu réaliser ça. Puis c'est quelque chose, moi personnellement, j'ai trouvé comment je pourrais dire, là, une façon de l'approche avec les jeunes à ce niveau-là pour avoir le plus de succès possible. Rapidement, qu'est-ce qui attend Steve Thériault, l'entraîneur? Pour l'instant, c'est de focusser là, sur la fin de la saison. Il reste un match là, à disputer là, le 9 avril. En remportant ce match-là, je pense qu'on joue pour la finale pour la Coupe Dodge qui est le 24. Ensuite, présentement, je préfère demeurer dans le concret. Ce qui est de concret, c'est que sûrement là, je vais avoir à me rasseoir là, avec l'organisation des élites là, à la fin de la saison. Puis je pense avoir la confiance là, de mes patrons pour continuer là, dans les prochaines années avec les élites. Steve Thériault, on vous souhaite la meilleure des chances. Merci beaucoup. Merci. L'ex-défenseur du Canadien de Montréal, Jared Thenordi, est suspendu 20 matchs après avoir enfreint la politique antidopage de la Ligue nationale de hockey. Thenordi a indiqué qu'il n'avait pas volontairement pris une substance interdite, mais qu'il acceptait tout de même la décision et la responsabilité d'un test antidopage positif. Acquis en retour de John Scott et Victor Bartley, Thenordi n'a récolté aucun point en 7 matchs avec les Coyotes depuis son arrivée en Arizona. À la météo, Sterling Forestal, on peut présager que les températures printanières commenceront à se faire sentir au cours des prochains jours. Oui, en effet, Gabriel, même si l'hiver n'a pas encore dit son dernier mot, tout porte à croire que le printemps veut s'installer petit à petit dans la région avec des températures à la hausse. Donc pour l'instant, c'est très doux et invitant. Par contre, les automobilistes devront faire preuve de prudence sur les routes car on attend quelques millimètres de pluie, ce qui va rendre la chaussée glissante à quelques endroits. Pour ce qui est de demain et de vendredi, on n'attend aucune précipitation pour l'ensemble du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Un ciel variable ensoleillé avec des passages nuageux sera des nôtres avec des températures variant de -6 à 0 degrés. De bonnes nouvelles aussi sont attendues pour le week-end alors que le mercure demeurera au-dessus du point de congélation jusqu'au début de la semaine prochaine. Merci beaucoup, Sterling. Alors voilà, c'est ce qui met fin à ce bulletin. On se retrouve demain. Bonne soirée. Au revoir.